Bonjour, merci. Alors moi, je me présente donc Sandra Caro, conseillère mission chaleur renouvelable sur la Haute-Garonne. Donc avec Estelle, on va vous présenter donc les attendus du cahier des charges pour les études de faisabilité. Donc tout d'abord, les indispensables de l'étude de faisabilité. Donc ça, c'est un petit peu le sommaire de ce qu'on doit retrouver dans l'étude de faisabilité. Donc la description générale donc, de l'opération, le NR choix, les études des besoins thermiques, la caractérisation des ressources géothermiques en fonction si c'est sur nappe ou sur sonde, l'adéquation besoin en surface donc, du bâtiment et ressources sous-sol. Donc vraiment, on va pour pouvoir comparer donc, le descriptif géothermie et le descriptif avec la référence qui pourrait être mis en place ou qui est déjà en place. Le bilan énergétique, le bilan économique et le bilan environnemental. Donc la description générale des opérations. Donc ça, c'est vraiment la petite carte du bâtiment, du projet. Donc ça va être vraiment la situation et les coordonnées du maître d'ouvrage, très important. Le responsable du projet, donc le maître d'ouvrage, ou la personne qui est en charge vraiment du projet. Les partenaires associés, tous les intervenants. Le contexte du projet, pourquoi on le fait. Le type, le nombre de bâtiments et l'année du ou des bâtiments. La localisation avec l'adresse complète, ou sinon, s'il n'y a pas d'adresse, mettre au moins voilà, un point GPS qu'on sache où est le bâtiment, ou le futur bâtiment. Mais intégrer un plan de masse. Il faut aussi une description détaillée des bâtiments. Donc, si c'est de la rénovation, quelle rénovation est prévue, qu'est-ce qui a été réalisé sur le bâtiment. Si c'est du neuf, donc voilà, d'écrire si c'est, bon, maintenant c'est RE 2020, donc donner vraiment toutes les caractéristiques. La surface, le volume chauffé et le volume refroidi, car ce n'est pas toujours le volume chauffé qui est égal au volume refroidi. La description des équipements actuels, donc avec des photos si possible. Les émetteurs actuels, savoir s'ils sont adaptés ou non. Et si c'est électrique, il faudra prévoir donc la création d'un réseau hydraulique. Et du coup, la planification de la réalisation des travaux. Qu'est-ce qui est prévu, dans quel ordre. L'ADEME a mis en place le NR choix. Donc là, vous avez deux représentations de l'ENR choix, donc soit horizontale, soit verticale. Donc tout d'abord, c'est pour hiérarchiser en fait les priorités sur un bâtiment. Donc tout d'abord, on va réduire les besoins du bâtiment. Donc les consignes de chauffage, ne pas trop ouvrir si ce n'est pas le moment, isoler son bâtiment, de mettre des protections solaires aussi pour le froid, ça il faut y penser. Ensuite, on va regarder la mutualisation. Donc, est-ce qu'il y a un réseau de chaleur autour? Donc, il y a des sites internet qui, donc, c'est en réseau et j'ai perdu le deuxième, où il y aura donc savoir tous les réseaux de chaleur qu'on a autour, savoir les possibilités avec les autres bâtiments si on peut mutualiser. Donc, admettons une collectivité qui a plusieurs bâtiments, pourquoi on ne mutualiserait pas? Ensuite, on regarde donc la récupération d'énergie fatale. Si on a une industrie à côté, des data centers, est-ce qu'on peut récupérer cette énergie fatale donc, pour chauffer notre bâtiment? Et ensuite, on va regarder ce qui est non délocalisable, donc la géothermie, le solaire thermique, voir si c'est faisable pour les besoins de notre bâtiment. Et ensuite, on regardera si ça, c'est pas faisable, on regardera les autres énergies. Donc, l'étude des besoins thermiques. Donc, tout d'abord, on va vraiment étudier donc, selon les règles de l'art inscrites dans les normes françaises, donc les besoins du bâtiment en chaud et en froid. Donc, soit on observe et on analyse les factures d'énergie, car le bâtiment est utilisé comme ça et il ne changera pas car thermiquement, il est déjà très correct. Soit sinon, on fait une simulation thermique dynamique, donc vraiment du bâtiment pour savoir les réels besoins. De ça, on découle des monotones de puissance qu'il faudra pareil intégrer. Tout ça doit être intégré dans les études de faisabilité. J'ai mis un petit tableau aussi pour vraiment, c'est pas mal que ce soit très visuel aussi sur les études de faisabilité, car il ne faut pas oublier que ça sert au maître d'ouvrage, donc qu'il puisse relire et que ce soit visuel pour lui aussi. Alors, au niveau de la partie donc caractérisation des ressources géothermiques,
Là, on va s'intéresser au cas de la géothermie de minime importance. Donc la géothermie de minime importance, si vous voulez un super diagramme qui résume tout, c'est le diagramme bleu que vous avez sur le côté. En gros, l'idée, c'est que la réglementation aujourd'hui, elle va être notamment liée à la profondeur. Donc, vous voyez, j'ai une gamme de 0 à 10 mètres de profondeur. Donc ça, c'est en dehors du code minier. À partir de 10 mètres de profondeur, je rentre dans le code minier. Et on voit qu'on a une petite sous-catégorie qui est entre 10 et 200 mètres de profondeur, qui là va, sous un certain nombre de critères, nous permettre d'être dans le cadre réglementaire de la géothermie de minime importance. La géothermie de minime importance, on détaillera ça un peu plus dans le second webinaire, mais l'idée c'est que on va avoir donc un maillage au niveau national qu'on va pouvoir retrouver sur le site de géothermie.fr en fonction de la profondeur qu'on va rechercher pour nos ouvrages. Et on va avoir des couleurs de mailles associées. Donc soit elles sont vertes, soit elles sont oranges, soit elles sont rouges. Et donc ce qu'il y a à retenir, si on veut vraiment retenir un résumé de cette géothermie de minime importance ou GMI, c'est que si on respecte les critères qui sont donc inclus dans cette gamme de profondeur 10-200 mètres, il y a un certain nombre de critères à regarder, et que la maille est verte, on est alors soumis à simple télédéclaration des ouvrages par souvent le foreur qui est certiforage. Si jamais on respecte les critères et que la maille est orange, là vous avez un petit exemple sur la petite carte, dans ce cas-là, on est toujours soumis à télédéclaration des ouvrages, mais il faudra l'avis d'un expert agréé qu'on va retrouver donc dans le décret qui correspond sur la GMI. Si on ne respecte pas l'un des critères, c'est possible, on peut être hors critère, ou si la maille est rouge, ça ne veut pas dire que la géothermie est interdite. Par contre, ça veut dire qu'on retombe dans le code minier classique, soit une demande d'autorisation. Donc là, ça va être vraiment au cas par cas du projet. Est-ce que c'est intéressant dans le cadre de notre projet de passer en autorisation? Rassurez-vous, la majorité du territoire, malgré tout, reste en maille verte ou orange. On a quelques exceptions en France qu'on connaît bien localement. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez être accompagné, aidé sur qu'est-ce qui est le plus pertinent pour vous. Au niveau donc des ressources géothermiques, donc si vous êtes en zone orange, c'est ça, on va faire un petit zoom là-dessus, votre expert GMI, donc il faut savoir que cet expert, si jamais vous voulez le prendre pour une étude, il est considéré en fait comme équivalent à l'OPQI-BI 1007. Donc c'est-à-dire qu'il peut très bien vous faire l'étude de faisabilité et l'expertise dans le même document. On n'est pas obligé de le prendre en expert indépendant. Ça, ce sera le choix du porteur de projet, mais on peut très bien prendre un seul bureau d'études pour l'étude plus l'expertise. La liste des experts, elle est donnée donc sur l'arrêté du 4 septembre 2015 et on va pouvoir toutes les retrouver à jour. Et ça a été simplifié. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un lien qui nous donne accès à tous les experts. Et donc, il faudra bien vérifier qu'il est concerné par le territoire sur lequel vous êtes. À savoir, donc, on l'a bien dit, l'expert GMI peut faire également l'étude et ça peut être inclus, ou c'est indépendant, c'est votre choix. Et attention, l'expertise n'est pas une dépense éligible au niveau du fonds chaleur puisque c'est une obligation réglementaire, donc ce sera en plus. Au niveau des caractérisations des ressources géothermiques, donc là à chaque fois dans le cahier des charges, on va découper en fonction de si c'est nappe ou sonde. Quand on est en géothermie sur nappe, les études hydrogéologiques et géologiques doivent donc être réalisées par un bureau d'études qui a des compétences sous-sol. Donc RGE études, OPQI 2013 et 1007 ou justifiant de compétences équivalentes. Donc ça concerne le 1007. Donc c'est-à-dire que si vous avez un expert qui n'est pas OPQI-BI 1007, on considère qu'il a une compétence équivalente donc à cette partie sous-sol. À ce stade, l'étude bibliographique, elle est faite sans forage d'essai. Le forage d'essai, il interviendra plus tard dans le projet si jamais on montre qu'il y a un intérêt à aller plus loin. Et si jamais on n'a pas de comparaison technico-économique entre nappe et sonde et qu'on compare en nappe, il faut être capable de justifier ce choix, d'expliquer pourquoi on est parti en nappe et pas en sonde. Donc, vous voyez, donc là, on va retrouver dans les conditions d'éligibilité, on va bien avoir donc sur l'étude de faisabilité pour la pompe à chaleur nappe ou sonde, on a besoin au niveau des études d'une qualification plutôt surface, 20-13 pour le PQI-BI et 10-07. Donc, il va bien falloir avoir les deux compétences. On n'est pas obligé d'avoir les deux compétences sur le même bureau d'études. On peut avoir deux bureaux d'études qui vont justifier chacun d'une compétence et travailler ensemble. Au niveau des éléments qui vont être
attendu dans cette partie ressources sur nappe, on va avoir la partie contexte réglementaire sous-sol. Donc, on va s'intéresser à la géothermie de minime importance. Est-ce qu'on est en vert, en orange, en rouge? Est-ce que le projet est compatible avec toutes les autres réglementations applicables localement? Donc, par exemple, un périmètre de protection rapproché d'un forage en eau potable, ça pourrait être une contrainte. Donc, il va falloir vérifier ça. Il va falloir prévoir une analyse du contexte géologique, un recensement de l'ensemble des sites de forage qui potentiellement peuvent être concernés par notre projet, préciser quel aquifère on choisit. Donc l'aquifère, c'est la roche qui va contenir votre nappe, donc l'eau. Donc finalement, ça va être ce que l'on va cibler. Il faut prévoir une coupe géologique prévisionnelle. Donc là, vous avez un petit exemple de à quoi ressemble une coupe géologique. Oups, excusez-moi, j'ai voulu au niveau des caractéristiques hydrogéologiques des réservoirs, donc elles seront également précisées. On aura aussi les caractéristiques hydrochimiques et la qualité physico-chimique de la nappe. Donc voilà, est-ce que notre nappe est de bonne qualité, de quoi elle est composée, tout ça. Et il faudra prévoir l'implantation et l'écartement des puits de forage pour éviter le recyclage thermique. Donc une petite carte où on va proposer une implantation des forages. Si maintenant on regarde la partie sonde, pour caractériser les ressources géothermiques sur sonde en phase étude, il nous faudra des études réalisées par un bureau d'études avec des compétences sous-sol, RGE études, OPQI 2013 et 1007, ou justifiant de compétences équivalentes. Et de même, à ce stade, l'étude bibliographique, elle est faite sans forage d'essai. Le forage d'essai interviendra seulement si c'est nécessaire par la suite en sonde. Donc sachant qu'en sonde, le forage d'essai n'est pas fait de façon systématique. Il y a un certain nombre de critères qui peuvent justifier de ne pas faire de forage d'essai. Si on n'a pas de comparaison technico-économique, c'est comme précédemment, il va falloir justifier pourquoi on part directement en sonde et pourquoi on ne va pas en nappe. Au niveau des études en sonde, il va donc falloir des compétences sur le volet sous-sol et surface et au minimum un RGE étude entre le 1007 et le 2013. Donc là, on a besoin qu'un seul des deux bureaux d'études. Donc voilà, soit celui sous-sol, soit celui surface. Pour la caractérisation des ressources, ce que l'on va attendre pour la sonde, de nouveau, c'est l'analyse du contexte réglementaire, donc là, ici, la GMI, la compatibilité avec les réglementations locales, ça ne change pas, l'analyse du contexte géologique, recenser les forages qui sont concernés par notre projet, proposer une coupe géologique prévisionnelle de la même façon, et là, la petite différence, on va regarder les caractéristiques thermiques estimées du sous-sol. Est-ce que votre sol va pouvoir vous donner suffisamment de calories pour le projet ou non? On a quelques points de vigilance sur les sondes. C'est-à-dire les zones karstiques, donc des zones où on aurait des creux. Un karst, c'est un trou, c'est une cavité souterraine. Si jamais on a des zones présentant des risques de dissolution, où on pourrait créer des cavités suite à des mises en relation entre certaines roches et de l'eau. Si on a des zones de retrait-gonflement des argiles, avec des mouvements de terrain associés. Si jamais on a des failles au droit du site, et il faudra également être vigilant sur la qualité de la cimentation et l'isolation des aquifères traversés, parce que la sonde ne va pas prélever l'eau, mais on peut traverser des nappes et des aquifères, donc il va falloir faire attention à tout cela. Sandra, ton micro est coupé. Excusez-moi. Pour la description, donc, il va falloir décrire la solution de géothermie et éventuellement son appoint. Donc, il faut décrire vraiment la PAC, donc soit vraiment le modèle, si on va être en conception, on décrit le modèle, soit sinon il va falloir quand même choisir une puissance appropriée, donc avec donc présenter un COP, le COP normé de la machine et le COP projet. Donc COP projet en chauffage, en ECS, donc en eau chaude sanitaire, et aussi en froid et aussi sur le global. Il faut aussi donner donc la taille du ballon tampon, la ballon ECS s'il y en a un, présenter le schéma de conception, l'emplacement et la taille de la chaufferie. Donc vraiment, on a le petit plan un petit peu d'exemple. Production donc en chaud et en froid, donc sortie chaufferie. Les consommations des auxiliaires, donc en chaud et en froid, et l'appoint éventuel, donc production chaud, production froid. Au niveau des caractéristiques qui sont attendues sur le champ de sonde géothermique,
donc l'étape suivante qu'on retrouve dans le cahier des charges, il va y avoir donc le sujet de la géomodélisation qui va permettre le dimensionnement d'un projet de champ de sonde géothermique. Donc ce qu'on va chercher à avoir à la fin, c'est un nombre de sondes géothermiques, leur profondeur et l'espacement les unes avec les autres. En moyenne, on a un espacement qui est de 10 mètres dans les sondes géothermiques, mais cet espacement, on peut le faire varier, donc c'est l'objet notamment de la géomodélisation. On a un certain nombre de logiciels qui sont acceptés dans le cahier des charges de l'ADEME. Donc les logiciels qui sont acceptés, on a le logiciel EED. Alors celui-là, il permet la simulation des champs de sonde géothermiques. On a un prédimensionnement qui est fiable et qui est souvent le plus facile à mettre en œuvre. Le second logiciel accepté, c'est TRNSYS, simulation du champ de sonde géothermique, de la pompe à chaleur et du bâtiment. Alors là, la particularité, c'est qu'on a besoin d'avoir la simulation thermique dynamique du bâtiment. Si on n'a pas cette donnée-là, on ne pourra pas entrer les données dans le logiciel. On a également le logiciel FIFLO qui permet une simulation dynamique des champs de sonde et la modélisation des écoulements souterrains. Pour ça, il va falloir connaître le débit de la nappe qui serait présente et qui pourrait impacter nos sondes et la température horaire au niveau bâtiment. Et enfin, on a la plateforme digitale de dimensionnement de l'ADEME et du BRGM. Cartodim, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Cartodim. Et donc, celle-là aussi, elle peut être utilisée dans la partie géomodélisation. Alors, ça, c'est bien une affaire de spécialistes. Ces modèles, donc ça va nécessiter des logiciels qui sont sophistiqués avec des paramètres, de nombreux paramètres qui ne sont pas toujours accessibles. Et donc normalement, dans la réponse, on doit vous préciser quel logiciel il va être utilisé dans le cadre de la géomodélisation. Et il faudra bien vérifier que il fera partie des logiciels acceptés dans le cadre du fonds chaleur. Sur le champ de sonde géothermique, autre caractéristique que l'on doit avoir, donc on va avoir des forages à faire. Donc quand on va parler de la partie forage, il faudra bien que tous ces forages soient réalisés selon les normes en vigueur. Ouais, je ne vais pas les citer toutes, mais bon, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de normes qui doivent être respectées. Et il faut, alors c'est pas forcément, ça peut paraître évident pour tout le monde, mais pour pouvoir faire un test de réponse thermique, donc un test sur une sonde, il va falloir faire un forage. Et donc, le test de réponse thermique, quand est-ce qu'on va le faire? C'est si jamais on a plus de 1000 mètres linéaires prévus, le forage d'essai, il va être demandé. Donc pour ça, il va falloir bien d'un côté la sonde test et de l'autre, le test de réponse thermique qu'on appelle TRT dans le milieu. Et c'est grâce à ce TRT qu'on pourra faire une simulation thermique dynamique du sous-sol et de surface, donc la géomodélisation en fonction du logiciel qui est utilisé. Cet essai, il va permettre à optimiser le dimensionnement du champ de sonde et valider le maintien des performances énergétiques dans le temps. L'idée, c'est que on n'ait pas épuisé notre sous-sol dans 10, 15, 20, 30 ans. Si jamais on a moins de 1000 mètres linéaires prévus ou si on a une production côté sous-sol inférieure à 100 MWh, dans ce cas-là, le TRT n'est pas obligatoire, mais par contre, il peut être conseillé en fonction du contexte sous-sol. Donc, c'est pas parce que vous êtes en dessous des critères que vous n'avez pas forcément de forage d'essai à faire en sonde. Ça pourra être fortement conseillé en fonction de votre contexte. Et après, la géomodélisation, il faut savoir que s'il n'y a pas de TRT, on peut également la faire sur un TRT de référence. C'est pour ça que des fois aussi, on peut se passer du forage d'essai côté sonde. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais au niveau de la sonde test et du TRT, ce sont des dépenses qui sont subventionnables, pardon, et il faudra se rapprocher de votre DR ADEME local pour connaître les modalités exactes, parce qu'il n'y a pas forcément exactement le même fonctionnement dans toutes les régions. Et si jamais vous faites ce forage d'essai, il faut savoir qu'en cas de poursuite du projet, elle n'est pas perdue, cette sonde. Elle pourra être connectée au reste du champ de sonde. C'est une sonde d'essai, mais qui sera également parfaitement opérationnelle. Elle est dimensionnée pour fonctionner avec le reste du champ de sonde. Au niveau des caractéristiques attendues sur le champ de sonde géothermique, on va avoir la longueur totale forée, donc ce qui va nous donner un nombre de sondes géothermiques avec la profondeur unitaire, le type de sonde que l'on va faire et le diamètre extérieur des tuyaux, l'espacement moyen entre les sondes et leur disposition. Donc on peut très bien avoir une disposition comme sur le petit plan ici. Donc vous voyez, j'ai une disposition plutôt en L, mais on pourrait avoir un rectangle, on pourrait avoir une ligne droite toute simple.
Au niveau de la puissance prélevée, il faudra aussi également donner la prévision du sol rencontré, le ratio puissance prélevée en watts par mètre linéaire de sonde. Il y aura le nombre d'heures de fonctionnement du champ de sonde en nombre d'heures équivalentes qui est attendu et le schéma d'implantation d'essence avec un sens d'écoulement de la nappe. Donc, ça, c'est un document que vous demandez dans les livrables finaux du projet. Au niveau des caractéristiques des forages sur nappe, c'est la même chose. Les forages sur nappe, dans le cahier des charges, on demande bien qu'ils soient réalisés selon les normes en vigueur. Donc là, c'est un petit peu plus simple au niveau des normes sur la nappe. Et il y a une petite particularité. On peut, si on le souhaite, souscrire à la garantie recherche Aquapac qui est gérée par la SAF Environnement. Ça n'est pas obligatoire, c'est une option. On n'a pas de garantie de l'obtenir, ce n'est pas une assurance totalement classique. Il va y avoir une étude du dossier pour vous l'attribuer ou non. Et cette assurance, si on l'obtient, elle va couvrir les risques géologiques qui sont liés à la possibilité d'exploitation géothermique d'une ressource aquifère à moins de 200 mètres de profondeur. Donc, il faut être dans le cadre de la géothermie de minime importance. Et il faut avoir une puissance thermique supérieure à 30 kW. En dessous, on ne pourra pas souscrire cette assurance. On a deux volets dans l'Aquapac, la garantie de recherche qui couvre le risque d'échec si jamais la ressource en eau est finalement insuffisante pour faire fonctionner nos installations telles que prévues. Donc si on ne trouve pas d'eau ou si on n'a pas le bon débit. Et une garantie de pérennité qu'on peut souscrire dans un second temps, qui va couvrir le risque de diminution ou de détérioration de la ressource pendant 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, voilà, vous êtes couvert si vous avez eu ce volet pérennité. Alors, de la même façon, le forage d'essai NAP, il est subventionnable, pardon, et de même, il faudra se rapprocher de votre DR ADEME local pour connaître les modalités pour, comment notamment le montage de dossier. Et en fonction du projet, c'est pas le cas partout, ça va vraiment être au cas par cas, mais en fonction du projet, de la même façon que pour les sondes, ce forage d'essai, il pourra être connecté est dimensionné pour être un forage d'exploitation et connecté au second forage qui sera réalisé sur site. Au niveau des caractéristiques attendues sur les forages sur nappe, donc on va faire une liste des caractéristiques prévisionnelles d'exploitation, donc à savoir les débits prévisionnels avec les courbes de débit et tompage. Donc voilà, on va avoir des choses qui ressemblent à ça. On demande également la puissance et l'énergie des auxiliaires, donc en kilowattheure. On va demander le niveau statique de la nappe, donc le niveau de la nappe au repos, la puissance de la pompe immergée de forage, puisqu'il va falloir pomper l'eau pour la faire remonter en surface, la température en fond de puits et en tête de puits, donc en bas et en haut, la pression, pareil, en bas et en haut, donc en tête la pression en tête de puits, mais également la pression de réinjection quand on va réinjecter l'eau dans le sous-sol. On va demander également les caractéristiques de l'échangeur barrage qui est placé entre la nappe et la pompe à chaleur, ou qui peut être intégré également dans la pompe à chaleur, et toutes les précautions qui sont prises pour ne pas altérer la nappe avec le fluide frigorigène de la pompe à chaleur. On va également demander à la fin un schéma d'implantation des puits de forage sur nappe et le sens d'écoulement de la nappe. Car même si on va garder un accès à ces forages, c'est pas forcément toujours évident puisque ça peut être une simple dalle comme les bouches d'égout. Pour les retrouver, c'est pas simple, donc il faut absolument le plan d'implantation de toute façon pour déclarer précisément l'implantation de ces forages. Les pompages d'essai sont réalisés avant la mise en exploitation des forages et il va y avoir différents essais qui sont demandés, notamment l'essai par palier qui permet de définir les caractéristiques hydrauliques du forage et les essais de longue durée également pour déterminer les caractéristiques hydrauliques. Mais le premier, c'est pour voir court terme et puis après long terme, est-ce qu'on peut maintenir les performances ou non. Toutes les installations devront être du coup instrumentées pour pouvoir gérer l'installation. Donc, on doit vraiment respecter les schémas ADEME. Donc là, on en a mis un, mais dans le cahier des charges, il y a plein de façons de faire différentes en fonction des projets. Et ça, c'est vraiment le plus généraliste. Donc, le plus important, c'est d'avoir de connaître la production géothermale, donc en amont de la PAC, avant la PAC, la pompe à chaleur. Ensuite, on doit aussi connaître ce qui est en production sortie pompe à chaleur, les consommations d'électricité de la pompe à chaleur, les consommations électriques des auxiliaires et les consommations électriques de la pointe s'il y en a un. À savoir que dans certaines pompes à chaleur, on a les consommations électriques des auxiliaires primaires qui sont intégrées dans la PAC.
C'est comme ça dans certaines PAC que c'est comme ça, les pompes sont intégrées à la PAC. Concernant le choix des émetteurs, donc il y a plusieurs émetteurs qui peuvent être utilisés pour la géothermie. Donc vraiment, il faut décrire tous les émetteurs, donc ce qui est actuel si c'est adaptable ou ce qui va être mis en place. Donc les planchers, radiateurs, ventiloconvecteurs, plafonniers, murs. Donc le régime de température en chaud et en froid s'il y a du froid. Si on est en rénovation, donc vérifier donc, les températures de distribution et la performance des émetteurs actuels. Donc, si c'est des radiateurs haute température et qu'on fait une grosse rénovation sur le bâtiment et qu'on n'a qu'une toute petite partie qu'on va rafraîchir, ben là, on va traiter en ventiloconvecteur peut-être cette partie à rafraîchir. Voilà, c'est vraiment au cas par cas, suivant les bâtiments et les besoins du bâtiment. Il y a des tests qui peuvent être possiblement éligibles, donc avec des campagnes de mesure. Donc, faut voir ce qui est possible. Analyse donc technique donc des émetteurs actuels. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est que si c'est des émetteurs qu'on souhaite réutiliser, faire un désembouage peut être très important. Si besoin de froid, donc ça on le rappelle, donc il faut vraiment vérifier l'adaptabilité des émetteurs. Même concernant les planchers qui sont chauffants ne sont pas forcément possibles pour le rafraîchissement. Alors, au niveau du bilan énergétique, on va regarder donc, on va avoir plusieurs modes possibles sur notre géothermie de surface. On va avoir, donc on vous l'a dit, le mode chauffage ou le mode froid. Quand on va être en mode chauffage, on va donc parler d'une pompe à chaleur avec un coefficient de performance. Et donc, on vous a remis des petits schémas simplifiés pour bien comprendre cette notion-là. Donc, le coefficient de performance machine, donc là, on l'a placé à 4, c'est bien le coefficient de performance de la pompe à chaleur en elle-même, sans ses auxiliaires. Donc, dans ce cas-là, quand on regarde avec un coefficient de performance de 4, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir un résultat de 4 sur le rapport entre l'énergie produite, donc ce qui sort de la pompe à chaleur. Donc ici, je vais sortir 100 kWh de ma pompe à chaleur, et on va diviser ça par l'énergie électrique utilisée. Donc ici, pour un COP de 4, ce sera 25 kWh. Et on voit bien que ce rapport de 100 sur 25 me donne 4. Donc, ça veut dire que pour un COP de 4, j'ai une performance de 4 d'énergie utile sortant de la pompe à chaleur pour 1 d'énergie électrique utilisée. Et donc, ça veut dire que je vais récupérer 3 unités de chaleur. Donc, dans cet exemple-ci, 75 kWh côté sous-sol. Donc ça, c'est vraiment quand on va parler du COP machine. Si jamais on veut parler souvent on peut parler peut-être du COP global ou du SCOP, ce sont des termes qu'on peut retrouver. En fait, c'est la prise en compte du COP machine et du fonctionnement des pompes de circulation, donc les auxiliaires. Donc on va regarder tout ce qui peut fonctionner à côté. Les pompes de circulation du fluide, les afficheurs qu'on va avoir sur les pompes à chaleur, ce genre de choses-là qui n'est pas de l'énergie qu'on va pouvoir valoriser dans le bâtiment. Donc, bien entendu, en regardant ça, notre COP sera toujours supérieur à notre SCOP, puisqu'on va toujours perdre un petit peu plus sur le fonctionnement global. En mode froid, on a 2 possibilités. Le premier, c'est on va faire du froid actif, donc on va chercher à climatiser et donc dans ce cas-là, on va faire fonctionner la pompe à chaleur, je vais mettre entre guillemets «à l'envers», où on va chercher à, faire du froid dans un bâtiment. Donc dans ce cas-là, on peut avoir le terme de COP froid. Le terme, plus, on va dire, scientifique, ça va être plutôt, l'ER, le coefficient d'efficacité, frigorifique. Et donc, si on regarde ce schéma à l'envers, donc pourquoi j'ai mis entre guillemets, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas faire du froid. Voilà, en thermique, le froid n'existe pas, on sait faire que du chaud. Donc, une pompe à chaleur qui fonctionne dans l'autre sens, en fait, elle va tout simplement changer sa source. Donc, maintenant, la source, ça ne devient pas le sous-sol, mais le bâtiment. Donc, si vos besoins sont de 100 kWh dans le bâtiment pour un ER de 4, et ben, en fait, ça fait qu'on aura bien, un quart d'énergie attribuée pour l'électricité, mais c'est bien la somme de votre énergie côté bâtiment et côté compresseur qui va faire, ce que vous allez réinjecter dans le sous-sol. Donc ici, vous voyez, j'ai bien plus d'énergie qui va être transmise au sous-sol que de ce qu'on a besoin dans le bâtiment. Et donc de la même façon, on va avoir, un ratio qui va être fait et qui va nous donner donc ce 4 qui correspond à notre EER. Donc c'est la même chose. L'EER, il va concerner vraiment la partie machine, la pompe à chaleur et si on regarde le global, on a des auxiliaires, on a de la circulation
Et donc le SER va prendre en compte des éléments supplémentaires et sera toujours supérieur à notre EER. Si on est dans le cas de production de froid passif, donc c'est-à-dire que l'on ne va pas faire fonctionner notre pompe à chaleur. Dans ce cas, l'énergie qui va être prélevée dans le bâtiment sera la même que celle qui sera restituée côté sous-sol. On passe par un échangeur. Donc vous comprendrez bien que dans ce cas-là, mon ER, il n'y en a pas. On ne parle pas d'ER. Par contre, on aura quand même un SER puisqu'on va avoir une circulation. Donc on a quand même de l'énergie qui sera utilisée pour faire circuler le fluide entre le sous-sol et le bâtiment. Donc c'est pour ça qu'on n'aura pas un SER qui sera nul. Donc là, c'était pour bien vous faire comprendre les différentes notions entre le COP ou le R côté machine et puis ce qui est plutôt global, donc le SCOP ou le SER. Concernant le bilan donc, économique, donc ça va être vraiment plutôt en fin d'étude de faisabilité. Donc, ce qu'il faut faire apparaître, c'est le tableau d'investissement. Donc, vraiment par poste de dépenses, donc les forages, la pompe à chaleur, la panoplie hydraulique, tout ce qui est GTC, local technique, vraiment tout ce qui est en amont, pas mettre le réseau secondaire, enfin mettre vraiment le réseau primaire. À savoir que le réseau primaire s'arrête à la sortie de la chaufferie, en gros, à l'entrée du bâtiment à chauffer. Donc vraiment se mettre sur un tableau bien détaillé. Donc l'économie d'exploitation, ça va être la solution de référence moins la solution de géothermie. Donc c'est vraiment le P1, le P2, enfin P1, P1 à point, P1 prime, P2, P3. Donc ça, c'est vraiment pour l'économie d'exploitation. Et après, pour le surcoût, donc c'est l'investissement de géothermie, moins l'investissement de référence, moins les aides. Et cette projection, on l'a fait généralement donc sur 20 ans, donc c'est ce qui est recommandé, avec une variation des coûts d'exploitation. Donc, ce qui est le mieux, c'est de faire vraiment un tableau de synthèse avec donc ces retours sur investissement. Donc, la petite explication, c'est le temps de retour sur investissement. Donc, c'est vraiment l'investissement de géothermie moins l'investissement de solutions de référence moins les aides financières divisé par le coût de fonctionnement de la solution de référence moins le coût de fonctionnement de la géothermie. Et tout ça, donc, généralement, les attentes, ce sont un temps de retour sur d'investissement de 10 à 15 ans sans aide et avec aide de 7 à 10 ans. Tout dépend du secteur, du département, des installateurs. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est vraiment ce qui est préconisé, ce qu'on vise. Ensuite, on va avoir une attente au niveau du bilan environnemental. Donc là, l'idée, c'est de connaître l'économie qu'on va faire en termes de gaz à émission de GES. Notamment en tonnes CO2 sur plusieurs années, sur 30 ans en général. Et donc là, vous pouvez avoir plusieurs formes qui sont restituées. Donc soit on peut avoir des graphiques comme ça, donc qui vont montrer vraiment un delta qui se crée. Soit on peut avoir des histogrammes pour montrer visuellement en fait la différence que l'on va avoir. On peut avoir également demandé converti en kilomètres, ce qui est plus parlant, kilomètres évités parcourus ou en hectares de forêt, ce qu'une forêt pourrait absorber. Donc là, voilà, vous avez un petit exemple où on va vous dire en un an, 25,7 tonnes, ça va vous faire un certain nombre de kilomètres en voiture non parcourus. En 30 ans, c'est tant d'hectares tant d'hectares qui auraient servi à absorber cette différence. Donc voilà, ça vous permet de vous donner de façon visuelle ou plus imagée par des choses qu'on connaît plus dans le grand public pour donner vraiment cette économie en CO2. Alors, pour conclure, donc toutes les parties du cahier des charges qu'on a décrites jusque-là donc, sont vraiment indispensables à une étude de faisabilité complète. L'étude de faisabilité, une étude de faisabilité bien réalisée, c'est équivalente à une étude de conception. Mais il ne faut pas oublier qu'elle est à destination aussi donc de l'installateur, mais à destination aussi, surtout, du maître d'ouvrage. Et le maître d'ouvrage a peut-être besoin aussi de visuel et de bien comprendre son installation et qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. Donc, la petite idée, c'est de mettre en conclusion un schéma de ce style. Donc là, c'est vraiment une présentation que nous, on avait faite en Haute-Garonne, mais elle peut être réplicable n'importe où, donc vraiment pour présenter les projets et adaptable aussi, l'adapter pour la nappe.